C'est parti. Et bonjour, c'est Marion Nicolo, ton autrice de science-fiction et animatrice d'ateliers d'écriture préférée pour les ados et jeunes adultes créatifs et neuroatypiques. Aujourd'hui, je rencontre la maison d'édition, si tu veux bien te présenter. Oui, donc moi c'est Nathan des éditions du Grand Peut-être, qui est une maison d'édition spécialisée dans la promotion notamment de la littérature pour ados. Super. Et on va parler notamment de l'imaginaire, des différences et de la confiance en soi, bien sûr. D'autant que le Salon du Livre et de la Presse Jeunesse, aujourd'hui, toute la semaine, ça va être sur le thème de l'art de l'autre, ce qui tombe vraiment très bien. Donc on va aller sur les petites questions, si tu veux bien. Que penses-tu de ce thème, l'art de l'autre? Qu'est-ce que ça pourrait signifier pour toi ou pour la maison d'édition L'art de l'autre, déjà, c'est un beau thème. Donc, en gros, c'est un thème sur l'empathie, sur comment on se tourne vers les autres et notamment dans la littérature. Moi, je pense que c'est clair que la littérature et la littérature jeunesse et ado, elle est vraiment tournée vers les autres. Et moi, ce qui m'intéresse particulièrement dans justement la littérature pour les ados, c'est que quand on est jeune, on s'intéresse au monde qui nous entoure, on s'interroge sur la société, sur les gens qui nous entourent, on s'interroge sur nos rapports aux autres. On est vraiment en plein dans ces questions-là. Ouais. Et la littérature ado apprend toutes ces questions-là. Et de plus en plus, je trouve qu'elle se tourne de plus en plus, on va en parler sans doute, mais vers aussi toute la diversité de représentation qui fait encore défaut aujourd'hui en littérature ado. Et je pense que du coup, ce thème, il est vraiment parfait pour parler de ces sujets-là. Ok, super. Et comment percevez-vous l'évolution des attentes des jeunes lecteurs, justement, ces dernières années? Moi, je trouve qu'en tout cas, il y a un discours ambiant social qui est assez alarmiste sur le fait que les jeunes lisent de moins en moins. Nous, avec Tom, donc mon frère, avec qui j'ai fondé cette maison d'édition, on a un discours plutôt, entre guillemets, bienveillant sur le fait que les jeunes, certes, ont de plus en plus de concurrence des autres loisirs, des séries, des portables, etc. Mais ça ne veut pas dire qu'ils lisent moins. Ils lisent beaucoup différemment, donc il y a de plus en plus de lectures sur des applications comme Webtoon, Wattpad, sur les réseaux sociaux, etc. Ok. Après, il y a peut-être moins de lecture papier, mais c'est aussi des usages qui évoluent. Donc, je pense que c'est là que se situent les principales évolutions et sans doute les principaux challenges aussi, où c'est ça, en tant qu'éditeur, à ce à quoi il faut qu'on fasse attention dans les années à venir. Et au niveau des attentes, qu'est-ce que tu en penses, justement? Est-ce que tu as remarqué une différence depuis ces dernières années Sur au niveau plutôt des les attentes thématiques littéraires? Ouais, les thématiques. Je sais que on va sans doute parler d'imaginaire après. Je sais que l'imaginaire, j'ai l'impression, a connu un gros regain d'intérêt récemment, notamment avec plein de séries qui ont amené cette nouvelle Vague, nouvelle vague, un peu ce retour, parce que je dirais pas que c'est une mode dans le sens où ça a déjà existé, mais et beaucoup les histoires d'amour, la romance. Qui sont de plus en plus, qui intéressent les jeunes lecteurs, et même pas que les jeunes lecteurs d'ailleurs. Et je pense qu'il y a aussi, pour moi, la romance illustre aussi le fait qu'il y a aussi un intérêt pour toutes les histoires, entre guillemets, cosy, tout ce qui est cosy mystery, tout ce qui est cosy fantasy, tout ce qui est cosy. Il y a une volonté, j'ai l'impression, sans doute à cause de l'actualité ambiante qui est pas toujours très positive, de se réfugier dans des histoires qui font du bien. Ok, cosy, ce serait du coup un petit mot pour dire qu'ils font du bien. Voilà, un peu où comme il y a, on est dans un salon. va y avoir des rebondissements dans les histoires, mais pas des choses très angoissantes ou hyper terrifiantes, même si c'est pas le cas partout, mais ou des histoires d'amour parce que c'est des choses qui font du bien aussi. Enfin, voilà. Ok. Et selon vous, quel rôle joue aujourd'hui l'imaginaire dans la littérature jeunesse? Justement, on en vient à l'imagination. Ouais, en vrai, même si là je parlais de cosy, je pense que une des raisons pour lesquelles l'imaginaire fonctionne aussi aujourd'hui, c'est parce que c'est quand même un moyen d'évasion, même si je pense que c'est toujours un moyen de revenir à notre monde actuel, à nos problématiques et à notre société. C'est quand même un pas de côté pour sortir de notre réalité et pour aller peut-être se poser des questions, mais en tout cas en passant par une histoire qui nous sort, nous, de notre monde et de nos histoires. D'accord. J'ai l'impression. Bon, moi, je n'allais pas parler forcément de la romance, Ouais. parce que je suis plutôt science-fiction et post-apocalyptique. Alors justement, dans ta maison d'édition, qu'est-ce que vous pensez justement de la science-fiction post-apocalyptique ou horreur un peu frisson, comme on est en train de le voir avec Stranger Things, Oui. qui est en train de refaire émerger, on va dire, ce type de lecture? Est-ce que ce serait un espace idéal pour les ados qui ne rentrent pas dans les cases, justement? Parce que moi, je travaille plus avec des adolescents neuroatypiques. Ouais. Qu'est-ce que tu en penses, justement? Est-ce que ce serait une littérature qui pourrait aller à leur rencontre?
En tout cas, ce qui est sûr, nous, dans notre dernière publication, c'est ça, c'est Enquête d'un grand peut-être, tome 2. Donc, il y a un livre qui explore plein de thématiques de la littérature ado et notamment les problématiques actuelles. Et dans Enquête d'un grand peut-être, tome 2, il y a un focus effectivement sur l'horreur. Ce qui peut paraître un peu contradictoire avec ce que je disais avant sur la romance, mais il y a aussi une grosse mode de l'horreur qui sans doute vient effectivement de séries comme Stranger Things. Et c'est intéressant parce que je pense qu'en tant qu'ado, nous, quand on est ado, on a envie d'histoires intenses, qui donnent des frissons, des émotions fortes. Et l'horreur est un des moyens de ressentir ces émotions de manière assez intense, quoi. Donc après, sur la question particulièrement de est-ce que c'est pour les ados qui ne rentreraient pas dans des cases, entre guillemets, pas forcément. Je sais pas, en tout cas, après ça répond quand même à au même titre que l'imaginaire, on a besoin d'évasion. Je pense que comme l'horreur répond à cette demande de sensations fortes, c'est aussi une manière d'aller chercher des émotions que peut-être on n'aurait pas dans le quotidien. Et dans tous les cas, à mon avis, ça nous déplace en dehors de, un peu plus. Ça nous met un peu en dehors de nos émotions qu'on ressent tous les jours. Donc peut-être que c'est un moyen aussi d'oublier un peu des choses qu'on pourrait voir tous les jours. Ah bah super. Et pour amener à la question de l'écriture, quand un jeune a un imaginaire immense, mais aussi des difficultés scolaires, orthographe ou concentration, qu'on retrouve chez les neuroatypiques, est-ce que pour vous, ce serait une limite, cette neuroatypie, ou au contraire une force si ces jeunes-là voulaient écrire des romans fantastiques ou autres? Est-ce que ce serait plutôt une force ou plutôt une limite je pense que c'est une force. Après, moi, je suis pas concerné par la question et j'ai jamais été dans ce cas-là. Mais de l'extérieur, en tout cas, j'ai quand même la sensation que de toute façon, l'imaginaire, ça reste toujours une grande force parce que déjà, c'est un moyen de pouvoir ressentir des choses autrement et, comme je le disais, un peu s'échapper de la réalité. Mais je pense que c'est aussi dans l'imaginaire, si on reconnecte avec le thème du salon qui est l'empathie, je pense que l'imaginaire, c'est aussi la capacité d'aller se placer dans d'autres mondes et dans d'autres histoires et dans le ressenti d'autres personnes. Et donc, je pense que c'est une grande force d'empathie aussi de pouvoir, par l'imaginaire, imaginer ce que les autres ont ressenti. Oui, donc du coup, finalement, ce thème de l'art de l'autre, pour les jeunes ados ou jeunes adultes qui voudraient écrire, il faudrait qu'ils se tournent plus vers les personnages et vers un petit peu le côté d'empathie vers les autres. Ça pourrait leur apprendre à eux-mêmes qui sont neuroatypiques, qui ont peut-être des soucis sociaux avec les autres, de se reconnecter peut-être avec les autres. Sans doute, je pense. Après, je pense que tous les écrivains ont des forces un peu différentes. Il y en a qui vont préférer justement construire les personnages, d'autres travailler leur style littéraire, d'autres ça va être vraiment la construction de l'histoire qui va les intéresser. Après, j'ai l'impression quand même que dans ce qu'on lit et ce qu'on écrit, le gros travail de l'écrivain pour moi, c'est quand même d'aller raconter les histoires d'autres personnes. Et de ce fait-là, il y a forcément une question d'empathie qui rentre en jeu mais aussi en tant que lecteur. D'ailleurs, si des personnages, en fait, si on reconnecte avec les personnes neuroatypiques, je pense qu'on en manque beaucoup aujourd'hui en littérature, et y compris en littérature ado, et y compris des personnes neuroatypiques dont leur neuroatypie n'est pas le sujet, mais qui seraient par exemple les héros d'une quête initiatique dans un univers de fantasy, etc. Et donc je pense qu'il y a aussi besoin de personnes concernées qui vont mettre en scène des personnages comme tels de manière juste et dans lesquels on pourra se reconnaître aussi en tant que lecteur. Tout ça avec ces personnages-là. Ok, super. Et pour les petits messages de fin, quel message aimeriez-vous transmettre à un ado qui rêve d'écrire mais qui doute de lui? Le meilleur conseil, de toute façon, c'est d'essayer, c'est d'écrire, c'est de se lancer, c'est d'écrire, de jeter, de rater. Ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que, et c'est que même votre meilleur brouillon, faut pas se dire qu'un auteur qui est publié, dont vous avez un livre entre les mains, il a pondu ça d'un coup comme ça et que ça a été parfait tout de suite. Le brouillon, c'est indispensable. Voilà. Il y a des fautes, il y a du retravail. Ensuite, il y a un éditeur avec qui travailler derrière. Il y a des personnes à qui on le fait relire. Personne n'est un génie absolu qui fait d'une traite son meilleur roman comme ça, quoi. Oui, mais c'est justement un des messages que je voulais faire passer aux jeunes et aussi aux parents pour les rassurer, c'est que, comme tu disais, Nathan, les éditeurs sont là derrière pour corriger, en fait. Donc, il n'y a pas besoin d'avoir cette peur un peu scolaire, finalement, d'écrire à tout prix super bien. Et donc, je trouve ça super que tu sois d'accord avec cette idée que ça peut rassurer les jeunes d'écrire le premier jet, comme on dit, et de le faire des brouillons, et qui sera de toute façon corrigé par un éditeur. Oui, donc, c'est ça, oui. Puis d'abord, il faut d'abord écrire pour soi.
Il faut Exactement. écrire pour s'amuser aussi, quoi. Ok. Alors, le petit mot de la fin. Qu'est-ce que tu aurais comme petit mot pour un jeune neuroatypique qui pense qu'il n'a pas sa place? Eh bien, c'est un peu facile, mais moi, je dirais que quand même tout le monde a sa place. En tout cas, nous, c'est vraiment un sujet, si je reconnecte avec Enquête d'un camp peut-être, c'était Ouais. aussi un des sujets dont on parlait dans notre tome 1, tout ce qui est aussi toutes les communautés racisées, les communautés LGBTQIA+, neuroatypie, mais aussi toutes les personnes porteuses d'un handicap. Effectivement, on a parfois la sensation qu'on n'a pas notre place parce que dans les histoires de littérature ado, ces personnes ne sont pas forcément représentées, Oui. mais ça bouge, il faut que ça bouge, et si vous êtes concerné, que vous avez envie d'écrire, il faut que vous écriviez pour qu'on ait aussi ces histoires-là, et voilà. Ok, super. Eh ben, merci beaucoup pour ce message qui compte. Et ça compte beaucoup pour vous, pour les ados. L'imaginaire, ce n'est pas une fuite, donc c'est un tremplin. Et l'écriture peut devenir un lieu où ils reprennent confiance en eux. Donc c'est le message aussi, c'est que vous repreniez confiance en vous. Donc c'était Marie Micolo pour l'Académie des jeunes auteurs neuroatypiques. Merci. Merci. À bientôt. Merci beaucoup Nathan. Avec plaisir. À bientôt.